qu'on est tous dans la même situation. On est tous un petit peu en manque de contenu, mais ça nous oblige à aller chercher aussi de nouvelles idées. Mais ce qui est pas plus mal, hein, parce que même au niveau des réseaux sociaux, là, en période de confinement, on propose des choses différentes, des choses que, en général, on est très, tu présentes ta marque, tu présentes les produits, mais tu vas pas plus loin. Et en ce moment, on utilise vraiment Instagram comme un média. Je sais pas, moi, on fait des cours de yoga, des cours de cuisine, des cours de do it yourself pour apprendre à faire telle ou telle chose. On va faire aussi même des entretiens et des interviews avec des entrepreneurs dans d'autres métiers. Donc en fait, on va vraiment essayer de réfléchir un petit peu plus loin pour proposer aux gens des choses qui les détendent en fait, tout simplement, et pour continuer à garder ce lien, même si les magasins sont fermés en fait. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier, encore une fois enregistré à distance, mais j'espère que c'est peut-être l'un des derniers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, le plus simple c'est sur LinkedIn, Laurent Kretz, KRETZ, vous pouvez m'ajouter en mettant un petit mot, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je reçois une marque de mode que je souhaitais recevoir depuis un bout de temps. C'est une belle marque familiale créée dans les années 60 et qui est restée en famille puisque les dirigeants actuels sont les petits-enfants de son créateur. Cette marque, c'est Jonak qui produit et distribue des chaussures de mode en cuir. Et je suis très heureux de recevoir Lisa Nakam qui en est la directrice générale en charge, entre autres, du digital et du wholesale. Jonak, aujourd'hui, c'est 80 points de vente en France, 35 à l'international, 350 références par saison, 2 saisons par an évidemment, et plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. L'ambition est grande puisque Lisa et son frère Marcel, qui ont repris l'entreprise il y a presque une dizaine d'années, se sont fixés pour objectif de digitaliser la société pour atteindre à terme 40% de vente en ligne. Je suis curieux de comprendre justement comment est-ce qu'on transforme une belle marque historiquement retail en un acteur agile en e-commerce dans un monde de la mode qui est souvent assez capricieux avec des acteurs plus récents qui font de la précommande par exemple. Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci également de le faire à distance, c'est pas toujours évident. Et bienvenue sur le Panier. C'est donc ton grand-père qui a créé l'entreprise, hein, c'est ça? Exactement. C'est mon grand-père qui l'a créé en 1964. Donc à l'époque, c'était le premier magasin qui se trouvait rue Saint-Placide à Saint-Germain. Et mon grand-père est décédé assez jeune et c'est mon père qui a pris le relais en développant ensuite les magasins, hein, donc en ouvrant de plus en plus. Il avait quel âge quand il a repris la boutique? Il avait à peu près 25 ans. Donc il était jeune. 25 ans au milieu des années 60, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait, 25 ans au milieu des années 60. Non, mon grand-père a créé la première boutique en 64 et mon père... Oui, pardon, ok. Oui, c'est ça. Il a repris à 25, ok. Voilà. Et c'est lui donc qui l'a fait passer d'une boutique à un groupe de magasins. Voilà. Et mon frère et moi avons repris il y a une dizaine d'années pour apporter notre touche, et notre pierre à l'édifice en rajoutant donc toutes les nouvelles choses que mon père n'avait pas forcément en tête à l'époque, donc au niveau du marketing, au niveau du web, au niveau du développement tout court à l'international, toutes ces choses-là. Ton père avait déjà amené la société à l'international? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Et il y avait combien de points de vente quand vous êtes arrivé? En nombre de points de vente, il devait y en avoir. Enfin, on a dû développer, en ouvrir une vingtaine de plus. Mais à vrai dire, on s'est surtout concentré sur ce qui permettait de développer. C'est-à-dire qu'on a quand même, on a dû changer plein de choses au niveau logistique, au niveau informatique. On a dû tout revoir au niveau du marketing parce qu'on n'en faisait pas du tout à l'époque. Voilà. Mais par contre, mon père s'était vraiment déjà concentré sur le réseau. Donc, on avait un réseau qui était très sain, qui était déjà
bien mis en place, et ce qui nous a permis aussi d'avoir une vraie base de travail pour commencer. Il faut pas se mentir, c'est quand même lui qui avait fait beaucoup avant notre arrivée. Vous avez préparé de belles bases solides. Voilà. Vous produisez les produits que vous vendez? Alors en fait, on a des usines partenaires qui se trouvent au Portugal. Donc on a fait le choix de rester en Europe depuis toujours, en fait, depuis le lancement de la société. Ça nous a permis en fait de créer des partenariats très très spécifiques avec des usines qui sont donc qui ne travaillent que pour Jonac, c'est exclusif, et qui nous permettent en fait d'être très 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 flexibles et réactifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de réassortir quasiment à 2 semaines. Donc là, on est sur des modèles, quasiment... réassortir à 2 semaines. Donc quand tu es en rupture de stock sur un produit ou une taille, c'est ça, Ouais. En 2 semaines, elle peut être livrée et mise en magasin. En fait, on a des camions qui partent du Portugal tous les vendredis, qui arrivent le lundi à Paris. La marchandise est réceptionnée et puis ça repart direct en magasin. C'est en fait cette organisation-là qui va faire qu'en fait, on est très très flexible. On peut ajouter des nouveaux modèles dans nos collections très fréquemment. On peut travailler très tard et être au plus près de la mode aussi, puisqu'on n'est pas obligé de faire des collections 8 mois ou 6 mois avant. Et ça permet aussi de minimiser les invendus en fin de saison. Est-ce qu'il vous arrive en cours de saison d'ajouter de nouvelles références? Tout le temps. Tout le temps. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, par exemple, sur une saison d'hiver, disons qu'on va mettre en juillet du début de collection. En période de solde d'été, on va commencer à implanter notre nouvelle collection d'hiver. Disons qu'en septembre, on peut déjà faire le point sur ce qui a été bon, ce qui ne l'a pas été, et rajouter des modèles sur toutes les formes qui ont bien marché. Et par contre, tout modèle qui ne se serait pas vendu, donc on peut déjà identifier concrètement les bananes, pour parler le langage courant. On appelle ça une banane. Enfin, nous, on dit ça comme ça, mais on sait voilà, un slow moving item. Voilà. Et ces produits-là, on va les stopper. On va pas les réassortir, évidemment. Et donc, d'ici janvier, les soldes de l'hiver, là, pour le coup, on sait qu'ils seront largement écoulés, puisque étant donné qu'on est capable de réassortir à 2 semaines, on a besoin de se couvrir sur des périodes très, très courtes. Et donc, même un mauvais produit, il sera écoulé d'ici la fin de saison. D'accord, je comprends. Ok, on y reviendra justement sur les invendus un peu plus tard. Est-ce qu'il y a quelles sont les valeurs, quelle est la vision de l'entreprise? Alors c'est une entreprise en vrai qui est vraiment on va dire soudée autour de la famille, et en fait ça se ressent même au niveau justement de cette relation qu'on a avec nos usines, avec nos collaborateurs, avec nos ateliers. C'est une société vraiment très nous on a toujours eu des envies et on va dire d'excellence au niveau du produit. Ça, c'est une certitude, mais après, c'est pas pour autant qu'on a envie de travailler sur des matières qui peuvent être, je sais pas, dans notre métier, c'est très particulier parce que, en fait, parfois, on a l'impression qu'un cuir va être plus beau s'il est très, très, très lisse et très, très travaillé, mais en fait, le fait d'avoir utilisé des mauvais produits et du chrome et du mercure et des choses comme ça peut justifier que la finition du cuir est plus belle que un cuir un peu plus naturel et tanné au végétal ou au naturel. Donc, si vous voulez, c'est toujours ça, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre produire juste correctement, en fait, de manière à proposer des choses qui soient jolies, qui soient mode, qui soient et qui en même temps respectent en fait toutes les conditions éthiques qu'on peut s'attendre à respecter quand on est une marque. Je lisais sur le site que vous produisiez, ailleurs en Europe aussi, Italie ou Espagne, je crois. Oui. Vous êtes actuellement que au Portugal? Non. Alors en fait, donc on a ces usines partenaires qui ne produisent que pour nous et avec lesquelles on fait 80% de nos collections au Portugal. Mais après, on a aussi des usines en Italie, en Espagne, même en Albanie. C'est des petites usines à qui on achète un petit peu pour ajouter en fait des produits qu'on ne serait pas capable nous-mêmes de faire au Portugal. Au Portugal, d'accord. Et vous avez toujours été dans l'amaro, enfin dans le cuir? On a toujours été dans le cuir, depuis le lancement, oui. Ok, d'accord. Voilà. Alors, il peut arriver qu'on ait des modèles en textile, mais ça va être parce que c'est une espadrille ou parce que c'est un produit qui s'y prête. Mais sinon, on ne travaille pas les synthétiques.
D'accord. Et la direction artistique a toujours été faite en interne? Elle est faite en interne d'ailleurs? Oui, elle est faite en interne. Donc la direction artistique, elle est faite par une personne qui est aussi chez nous depuis une vingtaine d'années, qui travaille main dans la main avec mon père, parce que mon père est toujours là et c'est toujours lui qui fait ses collections en fait. Hein. D'accord. Voilà, c'est son petit bébé, c'est sa passion. Et donc voilà, il travaille en tandem avec les directrices artistiques et ça leur permet de se renouveler chaque saison pour proposer des collections les plus modes et les plus voilà, plaisantes pour les D'accord. clientes. C'est une belle société bien installée. C'est pas un petit artisan du coin. C'est comment de travailler en famille? Alors travailler en famille, bah, moi je trouve ça, en vrai, plutôt plaisant. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est vraiment ça le point central, parce que c'est sûr que c'est jamais simple quand on a chacun notre vision et que on peut rentrer en conflit sur tel ou tel sujet parce qu'on pense pas pareil. Mais au final, alors bon, nous en plus, il s'avère qu'on est 3, donc il y en a toujours un pour trancher, ce qui est pas plus mal. Donc ton père, ton frère et toi, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Et comment vous répartissez les rôles? Alors mon père donc continue de faire toute la partie collection. Donc c'est lui vraiment qui garde les rênes du produit, hein, qui est quand même assez central. Mon frère Marcel va gérer tout le réseau France. Donc c'est lui qui va gérer tous les magasins en France. Et ensuite moi je vais gérer la partie web et la partie internationale wholesale. Voilà. Okay. Et puis après au niveau des postes, du marketing, de la compta, tout ça, bon ça c'est un petit peu. Enfin mon père continue de gérer une partie, mon frère aussi une autre, mais voilà. On va dire au niveau des gros. Mais ça marche et ça tourne. Ça marche et ça tourne depuis presque une dizaine d'années. Donc la règle principale, c'est quand même que quand on rentre à la maison et quand on dîne ensemble, on n'en parle plus, puisque sinon on s'arrête jamais. Voilà. Ouais, j'imagine. Vous êtes combien de personnes hors boutique, enfin au siège? Au siège, on n'est pas beaucoup, on est à peine une vingtaine de personnes. Ok. Qui sont donc le marketing avec toi, j'imagine, la création? Oui, la création, le marketing, les directeurs réseau commerciaux, la compta, les flux qui vont avec les achats. Okay. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que donc comme je vous disais, on est une entreprise qui connaît son cœur de métier, donc à savoir fabriquer des chaussures et les distribuer. Ensuite, on considère que tout ce qu'on ne sait pas faire, ou en tout cas pas de la meilleure manière, autant le laisser à des experts. Donc, typiquement, on va pas avoir, je sais pas moi, un département ressources humaines avec 50 personnes. Chez nous, il y a un cabinet pour nous aider sur les problématiques. Sinon, on a une personne aux ressources humaines. Même chose sur la logistique. On a préféré prendre des partenaires logistiques avec une société qu'on sous-traite. Et puis nous, en interne, on a une gestionnaire des flux qui va leur travailler avec eux main dans la main, mais concrètement, on n'a pas non plus 50 personnes à ce niveau-là. En fait, à chaque fois qu'on n'est pas vraiment expert dans le domaine, on a préféré le sous-traiter à des experts. D'accord, j'entends. Donc une vingtaine de personnes au siège et dans les points de vente, on va y venir du coup sur la distribution. C'est une distribution intégrée? C'est une distribution intégrée, oui. Donc aujourd'hui, tous nos magasins, c'est que des succursales en France. Voilà, on a des points de vente en corner et des magasins en propre, mais en tout cas, il y a quasiment pas de franchise ni d'affiliation, ou bien quelques-unes, quoi. D'accord. Et sur les 80 points de vente en France, quelle est la part de points de vente en direct et de corner? Il y a à peu près 50 magasins en propre et une trentaine de corners. Une trentaine de corners. Dans quel type de... Galerie Printemps. Ok. Voilà. Ok. Dans notre marché, il n'y a pas de multimarque. Hein. Sur la France, il n'existe plus aujourd'hui de magasin multimarque comme on pouvait en voir il y a 20 ans. Donc concrètement, le réseau... C'est vrai, je réalise là maintenant en en parlant avec toi, mais qu'on en voit presque plus, voire plus. Oui, complètement. Dans le vêtement, il y en a encore un peu, mais dans la chaussure, vraiment, il n'y a plus de multimarque chaussures. Donc il y a l'enseigne de la marque ou des corners ou de la grande grande distrib en galerie ou en grande surface, enfin pas en grande surface mais ok. En department store, ouais. En department store, ok. Et du coup à l'international, des points de vente, des corners, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça va être, c'est aussi des corners principalement. Alors donc l'international, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a pas très très longtemps. La stratégie était d'ouvrir d'abord en corner parce qu'on va dire que le fait qu'on ait un corner aux Galeries Lafayette qui est vraiment
très grand et qui fonctionne très bien, fait qu'on a de bonnes relations avec à peu près tous les grands magasins dans le monde parce que ils viennent à Paris, ils voient ça et ils ont envie d'en connaître un peu plus sur la marque. C'est ce qui nous a permis d'ouvrir à peu près dans tous les grands magasins internationaux, que ce soit en Europe, je sais pas, à Dublin, à Berlin, ou que ce soit en Asie, chez Robinson, à Dubaï, chez Maison Simons au Canada, enfin dans les différents grands magasins qui peuvent autour de nous dans le monde. Donc on a commencé par ouvrir ces points de vente, voir un petit peu les résultats, ceux qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors, je peux ralentir un tout petit peu. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on va se présenter chez un distributeur à l'international pour lui demander un corner dans sa surface? Alors, pour tout te dire, je vais même pas pouvoir te répondre à cette question parce que c'est eux qui viennent nous chercher. C'est génial. Donc, des distributeurs, enfin, un Simons à l'international vient voir Jonac pour lui demander s'il peut distribuer. Oui. Enfin, ouvrir un corner Jonac. Oui. Ok. Voilà. Et ça a été le cas pour les 35 points de vente à l'international? Quasiment, oui. Oui. Ok. Est-ce que c'est courant? C'est courant. Je pense que c'est quand même. Il faut quand même réaliser que les Galeries Lafayette Paris, c'est vraiment une vitrine quand même. Hein. Faut pas se mentir. Les Galeries Lafayette Paris vous permettent d'avoir un rayonnement, c'est ça? Okay. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous descendez sur l'étage chaussures des Galeries Lafayette, on est vraiment très très visible. On a le plus gros corner de l'étage. Et ça fait que n'importe quel acheteur se dit qu'est-ce que c'est que cette marque? Pourquoi je l'ai pas chez moi? Alors que quand j'arrive à Haussmann à Paris, je vois que ça. Donc forcément, ils vont venir vers nous. Ok, c'est intéressant. Comment vous avez fait pour avoir le plus gros corner des galeries? On a fait du chiffre. Ok. On a fait du chiffre au fur et à mesure des années. Donc on est passé d'un corner petit, enfin comme tout le monde, et puis au fur et à mesure, ça a pris, et c'est devenu le corner qu'on a actuellement, et voilà. D'accord. Bon, je ferme la parenthèse. Donc 35 points de vente à l'international, ce qui vous permet de tester des marchés, c'est ce que tu me disais. Exactement. Et de définir de cette manière, de façon plus affinée, la stratégie sur où est-ce qu'on a envie d'aller et où est-ce qu'on pense qu'en allant, on va réussir, parce que c'est quand même le principal. Donc typiquement, c'est ce qu'on a fait sur le marché russe. On a vu que ça prenait. Le marché russe, c'est un marché difficile à pénétrer tout seul, donc on s'est dit ok, il faut trouver un partenaire. On a cherché un partenaire. On a opté pour le groupe BNS, qui est un gros groupe local de distribution, voilà, et qui nous a ouvert. Russie uniquement ou Grand Est? Non, Russie. Non, pas Grand Est, mais il y a deux ou trois pays en plus. Quand je dis Grand Est, je parle pas de l'Alsace, évidemment. Oui, effectivement. Okay. Il y a l'Ukraine et il y a je sais plus quel autre pays. Mais voilà, et donc en fait, typiquement, le groupe nous ouvre, donc nous a ouvert la première boutique à Moscou cette année. Et puis après, on a un business plan avec X ouverture à 5 ans sur la zone. Et donc en fait, c'est un petit... Avec ce partenaire. Avec ce partenaire, exactement. D'accord. Et donc en fait, c'est un peu l'idée. On définit d'abord, grâce au corner, l'appétence aux produits dans les différents pays. On décide ensuite des pays dans lesquels on peut aller. Alors, il y a des pays dans lesquels on peut aller tout seul, typiquement la Suisse ou la Belgique. Et il y a des pays dans lesquels il va falloir des partenaires. Donc, je sais pas, Dubaï, des zones comme ça qui vont être un petit peu plus compliquées, même la Chine. Ou ça. Il faut un partenaire parce que c'est plus compliqué d'appréhender ces marchés, parce qu'ils sont plus fermés. Pourquoi il faut un partenaire? Ça dépend, mais typiquement, la Russie ou le Moyen-Orient, il faut un partenaire parce que de toute façon, rien que créer une société là-bas, si t'es pas local, tu peux pas. Donc, il faut que la part du capital soit détenue par un local, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en plus, c'est quand même des zones où l'apport du partenaire est très important. Là, typiquement sur la Russie, on peut déjà voir que quand ils nous présentent leurs chiffres, moi, je prends limite mes best-sellers, je retourne la feuille et c'est les leurs. C'est-à-dire qu'on est quand même très très opposés en termes de marché. Les gens n'aiment pas forcément la même chose. D'accord, ok, je comprends. Okay. Donc en fait, les produits qui se vendent, c'est pas les mêmes. Donc on a besoin de leur input, de savoir ce qu'ils aiment, de savoir ce qui plaît sur leur marché pour pouvoir adapter après nous les produits. Typiquement, voilà, la Russie ou le Canada, on a dû rajouter des fourrés sur toutes nos lignes. Que nous en France aujourd'hui, personne ne porte de fourré, même quand il fait froid. Bon, on connaît pas les températures de -20, -30. Donc forcément, on a été obligé d'adapter nos collections à ça.
Même chose sur l'Asie. Et ça, c'est ton partenaire local qui t'aide à affiner ou à compléter ta gamme. Oui, exactement. Est-ce que vous faites des études pour les comprendre au-delà du partenaire, pour les comprendre ce qu'aiment porter les Russes, oui, par exemple? En général, on va sortir quand même des études là-dessus. Voilà. Enfin, nous, on a même embauché une Russe au bureau pour nous aider sur la zone. Donc oui, ça c'est quelque chose qui se fait et dont on a vraiment besoin. Parce que chaque pays a ses spécificités et on s'en rend vraiment compte. Il y a des zones sur lesquelles ils portent pas de daim, par exemple. Donc il y a des zones sur lesquelles le verre est à bannir, donc tous les modèles en verre, il faut les éliminer. Et en fait, non, mais tu te rends compte que pour l'international, le fait d'avoir une réactivité importante via nos usines va nous permettre en fait de tout de suite aller chercher des marchés qu'on n'aurait pas forcément pu travailler autrement. Parce que nous aujourd'hui, quelqu'un peut venir au showroom, voir la collection et nous dire alors voilà, moi tous les daims, je veux que vous me les remplaciez par des cuirs, ça pose pas de problème. Ou bien tous les modèles en vernis, vous me les remplacez par je sais pas par du velours, ou bien je ne veux pas de rouge, tous les rouges, je veux que ce soit des violets, ou bien tout simplement, vous faites une grille de taille qui est du 36 au 41, mais sur l'Asie, on a des petits pieds, nous, on veut du 35 au 38. Tout ça, ça pose pas de problème, parce que mes usines me suivent et qu'elles sont capables de produire, en fait, quasiment à la demande. D'accord. Mais tu fais pas un réassort en 2 semaines sur l'Asie ou le Canada? En production, oui. Après, il faut shipper. Ok. Voilà. Mais en production. Quand tu parles de réassort en 2 semaines sur Paris, quand tu en parlais tout à l'heure, c'est produit shippé, enfin produit reçu, c'est ça? Voilà. Ok. Hyper intéressant sur l'international. Et du coup, tu me disais que les produits sont pas forcément, enfin les best-sellers sont pas forcément les mêmes. Oui. Et si je regarde 35 points de vente à l'international, 80, ça fait 100 ouais, ça presque 120. Ça représente un tiers du business? L'international, excuse-moi. Pas encore, par contre. Pas encore, mais parce que j'ai des gros magasins quand même sur la France que je n'ai pas sur l'international. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, un corner aux Galeries Lafayette, c'est un magasin qui va faire plus de 3 millions d'euros de chiffre. Aujourd'hui, les corners à l'international, bon alors d'abord, je parle pas en chiffres parce que c'est du wholesale, c'est-à-dire que c'est des achats. Donc en fait, dans un cas, c'est du chiffre d'affaires, alors que dans l'autre cas, ils m'achètent et ensuite eux mettent un coefficient dessus pour le revendre dans la zone locale. Donc c'est pas exactement la même chose. Et ensuite, les magasins pour l'instant international sont quand même beaucoup plus petits. D'accord. Mais c'est un objectif. Quel est le premier pays que vous ayez ouvert, sur lequel vous êtes à l'aise et mature, je veux dire? Le premier pays sur lequel... Ou disons, quel est le pays sur lequel vous êtes le plus mature ou le plus à l'aise? Alors aujourd'hui, aujourd'hui, honnêtement, on a lancé un peu de tout en même temps. Okay. Le seul sur lequel on a commencé à ouvrir des magasins, c'est la Russie. Puisque, avec votre partenaire? Avec notre partenaire. Donc, les autres pays, on est encore dans une stratégie ou bien multimarque ou bien corner, Promac. Donc j'espère pouvoir te donner une réponse d'ici une année encore, le temps d'avancer là-dessus. D'accord. Et l'ambition est forte sur l'international? Oui, très. Ce 35, il devrait arriver à combien en 2022, dans 2 ans? Oh, j'espère que... Hors Covid. Au moins 100, si ce n'est 200, parce que concrètement, c'est des zones sur lesquelles ça va très vite. J'aurais 10 000, mais ça va faire peur. Donc non, mais sur de l'inter, je pense qu'on peut vraiment arriver à 200 à 200, ça veut dire x3, x6 par rapport à aujourd'hui en l'espace de 2 ans. Et j'imagine que l'ambition sur la France, elle est pas, la France est mature. À 80 points de vente, vous n'allez pas en ouvrir. Non. Alors la France, on arrête le développement concrètement. Okay. On considère qu'on est présent déjà dans toutes les zones dans lesquelles on a envie d'être présent. Et les zones dans lesquelles on n'est pas présent, concrètement, elles vont être couvertes par le web. Donc par le site internet. Donc là pour le coup, la France, on veut plus d'ouverture, si c'était peut-être 1 ou 2 flagships qui nous manqueraient dans des grandes villes, mais on développe plus la France. Là maintenant, on concentre vraiment nos efforts sur internet et sur l'international. Les boutiques en France vous appartiennent? On a dit, hein. Et du coup, votre ambition d'accélérer sur le digital vient un peu en bouffer du business aux boutiques? Alors non. Aujourd'hui, on n'a jamais, en tout cas, quand on a lancé le site, on n'a pas observé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sur le site, donc mes magasins, j'ai quand même une très forte partie une très forte
J'ai beaucoup de magasins à Paris quand même aujourd'hui. Ok. Versus le reste de la sur les France. 80, il y en a combien? J'en ai. Non, pardon, sur les 50. Oui, enfin, tu me diras 80 avec les corners. Ouais. Il doit y en avoir au moins 30, peut-être 32, je pense, à Paris quand même. Ok, presque la moitié. Donc c'est vraiment beaucoup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur Internet, on va observer le phénomène contraire. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que je vends beaucoup plus en province et moins à Paris. Ce qui est assez logique. En visitorat, je vais avoir beaucoup de Paris. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens... en visite, pardon, tu as dit quoi? En visitorat sur le site, je vais avoir beaucoup de gens qui viennent de Paris, mais ça convertit moins. Ce qui est logique, en fait, hein, c'est le propre d'un réseau retail. C'est-à-dire que les gens viennent sur le site, ils regardent un petit peu tout ce qu'il y a, et puis ensuite, comme ils ont un magasin en bas de chez eux, ils vont passer à la boutique pour acheter. Alors que sur la province, c'est le contraire. On va avoir plus de conversion que sur Paris, en fait. Ça, c'est ton observation sur la zone Paris, c'est que tu te renseignes en ligne et t'achètes en boutique. C'est pas l'inverse. Oui. Est-ce que tu es capable de... Chez vous, oui, d'accord. Est-ce que tu es capable de tracer d'ailleurs ceux qui sont allés en boutique et ont ensuite acheté sur le web? Alors. Difficile. Difficile, ouais. Aujourd'hui, encore difficile. Ceux qui ont été, à partir du moment où il n'y a pas eu d'interaction en boutique avec une quelconque vendeuse, le problème, c'est que je peux pas savoir si elle est passée en boutique et qu'ensuite elle a été sur Internet, je peux pas le savoir. Ok. Évidemment. Donc je reviens pas en arrière. Tu dis que le web sert principalement à browser, on va dire à se renseigner sur la région parisienne et ensuite on va acheter en boutique. Dans le reste de la France, évidemment, c'est sur le web qu'on achète. Est-ce que à l'international, parce que le site est ouvert à l'international, on est d'accord? Oui. Vous livrez et vous vendez dans les pays dans lesquels vous êtes déjà présent et dans d'autres pays? Oui. Aujourd'hui, je fais à peu près 15% de mon chiffre sur l'international, sur le site. Le chiffre, ok, ouais. Le chiffre online. Donc online. Voilà, donc il y a à peu près 15% qui est sur de l'inter, avec quand même 3 gros pays qui ressortent, qui sont les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Et donc en fait, si vous voulez, mon site donc est en anglais. J'ai ajouté une solution sur mon site qui s'appelle Globally et qui me permet d'intégrer toutes les règles locales, donc les frais de douane, toutes les petites choses qui sont compliquées à gérer en général pour même un retailer, mais même un e-tailer, j'ai envie de dire, à savoir les cartes bleues locales. Disons que, je sais pas moi, au Brésil, ils aiment commander, avoir payé un seul prix et que dans ce prix soit inclus les frais de port, les frais de douane et puis hop, c'est fin de l'histoire. Donc sur le Brésil, nous, on va faire en sorte que quand on se connecte sur le site, on arrive à avoir ce prix-là et non pas 20 lignes, 3 petites lignes additionnelles de frais, ou bien quand le produit arrive, on leur dit ok d'accord, mais il faut que vous payiez 50 € de frais de douane pour que ce soit dédouané et qu'on vous donne le colis. Donc en fait, toutes ces règles-là, elles vont pouvoir être intégrées via Globally. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, aujourd'hui, notre site internet, donc qui est quand même un site à la base français, peut rapidement se développer sur d'autres zones. Ok, je comprends. Sans aller à l'encontre des distributeurs, des partenaires que tu as en local, comme en Russie par exemple? Typiquement, voilà, la Russie nous donne les prix, donc on décide ensemble des prix de vente qu'on pratique sur la zone. Alors nous, en termes de stratégie de prix, on est assez transparent. Concrètement, aujourd'hui, on a donc le prix français qui est le retail de base. Sur l'Europe, on met juste un coefficient de 10%. Et après, sur certaines zones un peu plus lointaines, on monte jusqu'à 20%, mais on dépasse pas ça. Parce que voilà, et l'objectif à terme, c'est d'avoir un prix unique, en fait, sur la France et l'Europe, et puis simplement un coefficient qui sera donc plus, sur les pays très très lointains. En fait, là-dessus vraiment, on essaye de se caler à ce que fait Zara. Voilà, vous savez tous que quand on part en Espagne, oui, Zara c'est moins cher, mais bon après. Partout dans le monde, en tout cas, la stratégie de prix est assez affinée pour qu'elle colle au pouvoir d'achat des locaux. Super. Le digital, la vente en ligne, c'est vous qui l'avez lancé, hein, c'était pas ton père n'avait pas commencé, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu as appris en l'espace de quoi? Du coup, vous l'avez lancé il y a 7-8 ans? Avant, quand vous êtes arrivé? Alors oui, c'est ça, au début. C'est un enjeu, la vente de fringues en ligne, non?
C'est un enjeu, c'est sûr. C'est un enjeu. C'est beaucoup de questions parce qu'au final. C'était une question vraiment idiote. Est-ce que c'est un enjeu? Bien sûr que c'est un enjeu. Excuse-moi. Mais alors on en discutait un peu, chers auditeurs, pardon, avec Lisa en préparant l'entretien. Mais j'ai toujours pensé que il était difficile d'acheter une chaussure en ligne parce que au-delà d'une basket dont on connaît sa taille, moi j'achète j'ai des Stans et des Air Force One que j'achète depuis toujours en ligne parce que je connais ma taille, c'est toujours le même modèle. Je me demandais dans quelle mesure acheter une chaussure de mode en ligne était facile. Est-ce qu'il y avait des frictions pour les utilisateurs? Les frictions, c'est toujours la même chose, hein. C'est la pointure, c'est comment ça va tailler. Est-ce que ça va t'aller au pied? Parce qu'en plus, il n'y a pas que la notion de taille à proprement parler. Parce qu'en fait, tu peux essayer la chaussure que, en termes de pointure, ça te convienne, mais qu'en fait, je sais pas, moi, l'abri de cheville est trop haute et trop basse et tu trouves que ça te fait pas une jolie jambe. Le rendu au niveau du coup de pied est un peu serré, donc tu penses que tu vas pas être à l'aise et pas pouvoir la mettre. Donc, toutes ces données-là, elles font que, à vrai dire, on peut vendre en ligne, la preuve, hein, il n'y a pas de problème, et au contraire, on observe que ça fonctionne bien. La seule chose, c'est que comparé à d'autres familles de produits, on va avoir des taux de retour plus élevés. Voilà. Tu peux les donner, ces taux de retour? Oui, aujourd'hui, on va être autour de 20%. D'accord. Donc, sur 100 produits envoyés, 20 reviennent. Oui. Pour un échange. Oui. Ça, c'est un chiffre qui est sur mon site à moi et en France. Parce que aujourd'hui, si je te donnais les chiffres de retour sur l'Allemagne chez Zalando, tu vas tomber de ta chaise. On est de l'ordre de 70%. Non. Oui. 70% des produits envoyés reviennent chez Zalando Allemagne. Oui, exactement. Sur la chaussure. Genac, on parle. C'est la moyenne. Ou marché général. Voilà, c'est la moyenne chaussure en Allemagne. C'est énorme. En fait, les gens font du shopping, quoi. Ils font du lèche-vitrine, mais chez eux. Voilà. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est complètement ça. Alors après, les comportements sont très différents dans les différents pays. Nous, en France, au final, il n'y a pas tellement le taux de retour est pas si inquiétant que ça. Si on se compare en Angleterre, on va être de l'ordre de 35%. Voilà, en Allemagne, on peut être jusqu'à 70%, parce que les gens vont avoir le réflexe déjà de commander non pas une paire, mais plusieurs paires, en fait. Je sais pas si je fais du 37 ou du 38. Je commande les deux, puis j'en enverrai une. Alors que nous, en France, on pense qu'on fait du 37, on commande son 37. Si ça va pas, on le ramène, mais on n'a pas encore cette tendance à vraiment, voilà, comme tu dis, faire du shopping. Une taille de plus, une taille de moins, et ok. Voilà, prendre plein de choses et puis aller essayer dans la cabine. Non, on fait pas ça en France. Ok, 70% de taux de retour, c'est énorme, du coup, dans leur modèle dans leur business model à prendre en compte sur le modèle de prix, quoi. Pour le coup, chez Genac, on ne tiendrait pas avec des taux de retour pareils. Non, tu m'étonnes. Donc, vous êtes à 20%, et ça, tu l'observes, tu m'as dit, sur votre site, sur la France, et sur votre site à l'international. Parce que tu me parlais du Brésil tout à l'heure. Alors, sur vous avez des distributeurs au Brésil? Non, physique? on n'a pas dit. Non. Donc, quelqu'un qui vous achète une chaussure depuis le Brésil vous a connu d'une manière ou d'une autre, on en parlera tout à l'heure, commande une chaussure, découvre la marque à l'autre bout du monde, et ok. Oui, exactement. Alors après, là, je pourrais pas te donner de chiffres de taux de retour sur l'international, mais simplement parce que pour le coup, sur l'international, les retours sont payants, et donc ça fait quand même un frein forcément supplémentaire. Et en France, ils sont gratuits? Oui, voilà, en France, ils sont gratuits. Et vous arrivez à restocker les produits? Alors, on arrive à restocker les produits, mais effectivement, sur la chaussure, on est encore sur un des points difficiles de notre marché. C'est-à-dire qu'un vêtement, tu le replies, tu le repasses, tu le remets sous vide, et puis il peut repartir en stock. Une chaussure, si elle a été essayée dans des conditions correctes, c'est-à-dire normalement sur un tapis, sur une moquette, voilà, il n'y a pas de problème. Si par contre elle a été essayée mais que c'était sur un sol et que il y a des petites choses qui se sont incrustées, ou il y a ça complique la remise en vente après, et donc souvent on est obligé de traiter stock comme du second choix et on peut pas le remettre en vente directement après. Voilà, ça c'est un des problèmes de la chaussure en fait. C'est la même chose en magasin, si vous voulez. En magasin, en fin de saison, quand tu vends du vêtement, toute pièce non essayée, ça peut repartir à l'entrepôt et ça peut être livré. Ça reste un stock propre, concrètement, qui revienne de l'usine ou qui revienne du magasin, c'est la même chose. Alors que dans la chaussure, c'est différent. Si les paires ont été essayées en magasin, on peut pas les revendre ensuite comme si elles étaient intactes. Et donc, ça justifie... c'est une des plus grandes complications du déstockage pour nous.
Ok, je comprends. Ok. Et du coup, le SAV, il est fait en interne ou en externe? Il est fait Je en crois qu'on n'en a interne. pas parlé en interne, parmi les 20 Ouais. personnes qui sont au siège. Oui, exactement. D'accord. Il y a une partie. Alors nous, la partie SAV, donc Internet, elle est faite en interne, donc par une personne qui est au siège. Et la partie SAV magasin, on a tendance à renvoyer vraiment dans les magasins pour que les magasins gèrent leur propre SAV tout seuls. Si on a acheté en magasin, c'est ça, hein, c'est ce que Voilà, tu as dit. si on a acheté en D'accord. magasin. Ok. Et du coup, j'avance un tout petit peu sur la vente en ligne par rapport à la gestion des stocks. Vous avez des stocks en boutique, avec 80 boutiques, avec 80 points de vente, pardon, en France. J'imagine qu'il y a une bonne partie du stock qui se trouve en boutique. Comment est-ce que vous distribuez le stock pour la vente en ligne? Alors, donc ça, c'est un projet en cours. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un stock dédié entrepôt pour le web, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un entrepôt qui a comme un magasin en fait qu'on fait livrer avec du stock, et c'est ce stock-là qui va servir à implémenter Internet. Ça, c'était l'image à date, mais aujourd'hui, Attends, juste pour regarder la photo à date. Donc, ton camion arrive tu m'as dit tous les vendredis du Portugal, pardon, je bafouille, pour arriver à Paris. Il va livrer les magasins, enfin les boutiques et les corners, et cet entrepôt qui sert à Internet. Voilà, exactement. Ok. On simplifie un peu le schéma, mais c'est ça. Voilà, et ensuite Internet, bon bah, il vit tout seul, on lui fait des réassorts réguliers plusieurs fois par semaine, mais c'était comme ça qu'il travaillait. C'est ce qu'on appelle du stock dédié en fait. Okay. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une unification de stock. Donc on est en train de changer ce fonctionnement. C'est ce que font beaucoup d'enseignes dans le retail. C'est-à-dire que, comme tu disais, on a du stock qui dort en magasin, et donc en fait, on va utiliser ce stock-là pour pouvoir aussi livrer Internet. Et donc c'est un projet de stock unifié où en fait on va se dire aujourd'hui, quand un client commande sur Internet, de savoir si la paire elle vient d'un entrepôt ou d'un magasin, il en a rien à faire en fait. Donc on va pouvoir aller prendre indistinctement de l'entrepôt ou des magasins pour livrer le client. Et donc on va créer des règles qui vont dépendre de plein d'éléments. Hein. Ça peut être, typiquement, on peut se dire, tiens, voilà, nous, on a envie de faire comme Amazon et on a envie de livrer Paris en 2 heures. Pour livrer Paris en 2 heures, c'est simple, il faut que la paire soit prise d'un magasin et non pas d'un entrepôt. Et donc, on va dire, on va proposer la livraison express en 2 heures sur Paris. Et donc, dès que le client va passer une commande, on va aller la chercher sur le magasin le plus proche. Et puis, il y a un service de coursier qui va aller chercher la paire et la livrer au client. D'accord. Et vous allez travailler avec qui pour faire cela? Alors, pour faire cela, donc là, pour le coup, c'est même chose. Il y a pas mal de sociétés qui entrent dans le jeu. Il va y avoir donc WShop, qui est notre agence web, qui va travailler pour une partie. Il va y avoir la société SoClose, qui permet en fait de gérer aussi cette notion de stock. C'est une société qui faisait déjà de l'e-réservation pour nous et pour beaucoup de retailers. Et après, on va plugger à ça des services de transport. Donc, nous, on a fait le choix de prendre Eagle Course, qui est notre service de coursier du bureau, qui nous permet donc, sur la région parisienne de livrer en coursier. Plus, après, alors là, tu choisis si tu veux mettre la poste, si tu veux, Colissimo, Chronopost, DHL, TNT, c'est un peu au choix, et tu vas décider en fait de leur demander de venir chercher la marchandise dans tes magasins pour livrer les clients. Mais donc la gestion du stock, du multistock d'ailleurs, c'est SoClose qui vous l'a fait? Oui. Alors, au moment où moi je commande une paire en ligne, c'est avec la technologie, enfin avec la techno SoClose, qu'on va savoir si elle vient d'un magasin de Paris, du stock central, ou d'un magasin à Marseille. Oui. Je sais pas où. Voilà. Alors c'est un entre-deux entre WShop et SoClose. Oui. Ok. Bien sûr. Oui. Ok. Intéressant. J'ai reçu sur le panier il y a quelques mois Wing, qui a une offre un peu similaire. Il y a aussi Cubine, qui fait beaucoup parler Exactement, oui. Parler d'eux en ce moment. Pourquoi est-ce que vous avez choisi SoClose? Donc nous on a choisi SoClose parce qu'on travaillait déjà avec eux sur la e-réservation, que ça se passait bien et que on a, par rapport à nos besoins, en tout cas, ça nous permettait de le cibler correctement, et voilà. La e-réservation, c'est donc le fait de pouvoir réserver un produit en ligne que je vais aller chercher en boutique. Oui, c'est ça? exactement.
Donc ils avaient déjà en fait l'information Ils avaient stock déjà, des boutiques. voilà, Ok. les flux étaient déjà exactement. Après, par rapport à Wing ou Cubin, ça c'est encore autre chose. C'est des gens, enfin, ils sont beaucoup plus en aval de Soclose justement. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur sur la préparation des paires en magasin et la livraison. Et nous là-dessus, pourquoi on n'a pas sélectionné des gens comme ça, même si l'offre est vraiment, enfin, je la trouve super. Hein, c'est juste que nous en magasin, les vendeuses, elles ont du temps aujourd'hui. Et donc, en fait, on a tout intérêt à leur demander à elles plutôt de préparer la marchandise plutôt que de payer un prestataire externe pour le faire. Donc, en fait, nous, on a préféré cette option-là, qui est qu'en fait, c'est le magasin qui va préparer. Et puis ensuite, il y a juste le livreur qui vient chercher et qui livre directement. Et On n'a qui pas livre rajouté. directement. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, on n'a pas à rajouter la marge de quelqu'un d'autre, d'un autre intermédiaire à ce niveau-là. Ce qui aurait été le cas si on passait par Wing ou par Cubin. Ok, je comprends. Pour clore un peu cette partie business, on pourrait y passer des heures, mais il faut passer à la suite. Depuis que vous êtes arrivé, est-ce qu'il y a eu des gamelles, des plantages sur lesquels tu peux revenir? Oui, il y en a toujours. Donc vous avez géré l'international et le digital. Et est-ce qu'il y a eu un moment des erreurs sur lesquelles tu peux revenir? Oui, je pense que oui. Oui, ce qui me vient à l'esprit, donc c'est la maroquinerie. Quand on a commencé, on trouvait que il fallait vraiment agrandir l'offre. Qu'on faisait de la chaussure, c'était bien, mais qu'il fallait rajouter des produits additionnels. Et on s'est dit bon, on fait pas de maroquinerie, on devrait rajouter du sac, de la pochette, des produits comme ça. Et donc on s'est mis en quête d'usine pour le produire et on a lancé collection de Maro en plus. Et honnêtement, ça n'a pas bien marché. Avec du recul, ça nous paraît évident, mais sur le moment, ça l'était pas. Simplement, on l'a considéré vraiment comme un produit additionnel au lieu de le considérer comme un produit à part entière. Et on l'a pas travaillé en parallèle. Enfin, on l'a pas travaillé en relation avec Jonax. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que déjà, quand tu achètes une paire de chaussures et un sac dans le même magasin, tu as envie que le sac soit assorti à la paire de chaussures ou qu'il y a en tout cas quelque chose qui les rapproche, chose qui n'avait pas été faite. Et ensuite, bon, nous, ça avait vraiment été fait au niveau... on avait trouvé une usine qui pouvait nous produire des choses, mais ça avait pas été réfléchi en amont autant qu'on le fait sur la chaussure où vraiment on se prend la tête pour faire des collections qui ont une âme, qui ont une histoire, qui vivent d'une certaine manière. Là, on l'avait vraiment créé, on s'est dit on a envie de rajouter des produits, on va faire ça. Et je pense que ça a été vraiment la raison principale du raté. Bon, alors après, le bon point, c'est qu'on a des magasins, donc le raté, il est quand même contrôlé, on va dire, parce que on n'avait pas non plus des quantités énormes, et voilà. Mais concrètement, voilà, c'était pas ce que les gens attendaient de Jonac pour de la maroquinerie. Et ça n'avait pas été pensé dans son ensemble, c'est ça? Ouais, ça n'a pas été... Il n'y avait pas d'histoire Non. Voilà, okay. C'était vraiment des produits additionnels. On avait surfé sur les modèles qui marchaient, on va dire, voilà. Mais ça n'a pas été travaillé comme une collection globale avec la chaussure. Et ça a été, je pense, fait de façon trop hâtive et ça a justifié le loupé. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on pull de plug? Comment est-ce qu'on, comment on dit en français? Comment est-ce qu'on coupe? Vous avez arrêté, vous avez... Voilà, là c'était assez simple puisque bon bah voilà, hein, on l'a tenté une saison, on a vu que ça n'a pas pris, on a tout de suite compris un petit peu parce que nous-mêmes on s'en rendait compte. Hein. Donc là pour le coup on a arrêté les frais, on n'a pas refait la saison d'après la Maro. Maintenant, on pense que l'idée est toujours bonne, c'est-à-dire que faire la Maro, il faut le faire, mais simplement il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Donc il faut un pôle achat dédié à la maroquinerie aussi. Avec une styliste. Ouais, c'est un métier à part entière. Ouais. Voilà, c'est un métier à part entière et qui travaille pour le coup main dans la main avec le style chez moi à la chaussure. Ok, je comprends. Ouais. On garde l'idée en tête. On sait qu'on l'a loupé une fois, on ne pourra pas se louper une deuxième fois. Ouais, c'est intéressant en tout cas d'en tirer les apprentissages qui vous permettent d'avancer, quoi. Voilà. Quels sont les KPI que tu regardes tous les matins en te levant? Bon, alors donc nous on est plutôt addict effectivement aux chiffres chez nous. Alors moi c'est le soir et le matin. Donc, oui, d'ailleurs ça peut être la journée, hein, mais bon. Voilà. Donc on a d'abord tout simplement le tableau récap avec les chiffres de tous nos magasins. Voilà.
donc sur lequel on travaille donc en chiffres et en paires, hein, parce que mine de rien, on a des paniers moyens. Attends, en chiffres et en paires. Ah oui, en paires de chaussures, pardon, excuse-moi. Voilà. En chiffre d'affaires et en paires de nombre. chaussures. Okay. Voilà, et en quantité, parce que on a quand même des paniers moyens qui sont très différents l'été et l'hiver, et en période de solde ou pas. Et donc c'est quand même, enfin moi je suis plutôt addict à la quantité. Je pense que je tiens ça de mon père, parce que lui aussi regarde toujours les quantités, et mon frère se moque de nous tout le temps parce que lui il ne regarde que les chiffres. Donc voilà. C'est le principal. Et après, on va dire que je rafraîchis les chiffres du web à peu près 50 fois par jour, quand même. Hein. Donc voilà, on a les applications sur mobile créent des addictions à ce niveau-là. On va pas se mentir. Ouais. Le web représente quel pourcentage du chiffre d'affaires actuellement ? À peu près 8%. Ok, à peu près 8%. Voilà. Et tu observes des paniers moyens très différents entre le web et le retail ? Non. On est quasi ISO. Pas trop de différence entre les deux. Ok. Donc, il n'y a pas trop de différence. Et après, oui, dans les KPI, mais alors voilà, qu'on regarde aussi, ça va être plus... là, pour le coup, c'est vraiment au niveau produit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je regarde les ventes, mais au modèle. Quels sont les modèles qui se sont vendus, pas vendus, pour vraiment voir tout de suite quels sont les best et pouvoir justement le travailler en cours de saison, en fait. Quand on parle de 350 rêves par saison, il y a combien de familles de produits ou de lignes ? Alors, en famille de produits, donc dans la chaussure, c'est assez normé. Hein. On va avoir donc les bottes, les boots, les escarpins, les ballerines, les sandales. Et après, les derbies, mocassins. Et puis, en plein été, on va avoir aussi les plagettes. Donc, en fonction de l'été et l'hiver, on tourne entre 5 et 7 catégories, à peu près. Ok. Voilà. Donc, même chose, hein, avec des grandes disparités en termes de chiffres. Donc, l'hiver, en général, la catégorie qui s'en sort le mieux, c'est toujours les boots, hein, qui va faire plus de 50% du chiffre. Voire même 70 sur certaines saisons. Enfin, c'est vraiment la catégorie la plus importante, mais c'est la catégorie qui est le moins soumise à la saisonnalité, donc c'est assez logique. Parce que par exemple, la famille des ballerines, pendant l'hiver, soit tu as eu un mois de septembre où il faisait doux, septembre-octobre où il faisait doux, mais si tu es passé du plein été à la pluie battante, personne va t'acheter des ballerines, et puis les gens vont passer directement aux boots. Et c'est pour ça alors que les boots s'achètent toute l'année ? Les boots, oui. En général, dans la rue, tu vois des gens porter des boots du mois de septembre au mois de mai. Hein. Oui, c'est vrai. T'as raison. Voilà. Donc, l'implication d'acheter une paire de boots, peu importe la saison, est moindre, puisque tu sais que tu vas la mettre quoi qu'il en soit. Ok. Donc voilà. Top. J'aimerais passer maintenant à une section plus acquisition marketing. Vous avez... ce qu'on disait tout à l'heure, hein, près de 240 000 followers sur Insta, 80 000 sur Facebook. Vous travaillez énormément, j'ai l'impression, les réseaux. Tu peux nous en dire plus ? Oui. Donc, on considère effectivement que ça fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, et ça permet en fait de créer une communauté, de dialoguer avec elle, d'en apprendre sur elle aussi, de savoir ce que les gens veulent, qu'est-ce qui leur plaît moins. Donc aujourd'hui, on a toute une partie marketing et community management au siège. On shoot beaucoup parce qu'on a besoin de beaucoup de contenu. C'est une donnée importante parce que forcément le réseau, notamment Instagram, c'est un réseau qui demande des jolies photos, des jolies vidéos, des choses comme ça. Donc on est obligé. Et vous le faites en interne ? Oui, on le fait en interne. Alors après, on a des équipes avec lesquelles on travaille régulièrement, mais on le fait en interne. Ça, ouais. Ok. Voilà. Ensuite, donc sur Instagram, donc on va poster plein de choses. On a une stratégie quand même importante au niveau des influenceuses aussi. C'est-à-dire que chaque saison, on va définir un pool d'influenceuses avec lesquelles on va travailler. On va leur faire envoyer des paires de chaussures. Alors nous, on est beaucoup on considère que l'important c'est qu'elles choisissent des choses qu'elles aiment pour qu'elles les portent avec plaisir, et que on soit un petit peu moins dans le cadre contractuel auquel on peut avoir l'habitude sur les marques de luxe où tu fais envoyer tel produit et c'est parce que c'est sur tel produit que tu veux communiquer. Nous, on n'est pas là-dedans. On leur laisse le choix de porter ce qu'elles ont envie de porter. Et l'important, c'est que ce soit du Genac. Et donc, mais en pratique, leur laisser le choix, ça veut dire que tu leur envoies un carton avec plusieurs paires, ou que tu leur laisses choisir Je leur laisse choisir ce qu'elles veulent et je leur fais livrer ce qu'elles veulent, en fait. Ok.
Voilà. Donc ça, c'est pour la partie influenceuse, on va dire entre guillemets payant, quoi. Enfin, alors après, même si c'est pas vraiment, Avec un coût. Ouais, bien voilà, sûr. avec un coût, même si c'est juste de la dotation produit. En tout cas, voilà. Donc ça, Tu es capable de le quantifier, ça, sur le nombre d'influenceuses et le nombre de produits? de le quantifier, disons que je Enfin, vais avoir de nous donner une idée du nombre je vais, d'influenceuses. je vais en avoir, disons, peut-être une trentaine par saison, à Ok. qui je vais offrir entre 2 et 3 paires sur une saison. Ok. Voilà, ça va être, ouais. Je pense que ça va être Donc 200 paires par an environ, quoi. oui, ça va être à peu près ça. Ensuite, il y a toute la partie naturelle en fait, parce que pour le coup, après, t'as sur les réseaux. Ce qui est bien, c'est que t'as vraiment des gens que t'as pas besoin de contacter avant, mais qui vont juste poster tes chaussures parce qu'elles les ont achetées, qu'elles les aiment bien et qu'elles ont envie de se poster avec. Et donc ça, c'est une partie donc non quantifiable, mais qui chez nous est très importante. Tu l'encourages, ça? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux te prendre une seconde? J'ai l'impression que tu es en train de te réinstaller. Oui, pardon, j'ai un petit. Non, pas de souci. Une petite, voilà, pardon. On n'a pas parlé du Covid, mais travailler à la maison, c'est pas facile, on le sait tous. T'as combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants, ouais. Moi j'en ai 2, dont une jeune qui me colle. J'ai mis une chaussette sur la porte, et la chaussette, ça veut dire ne rentre pas. C'est un peu comme dans les bronzés d'ailleurs. C'est bien, c'est pas mal. Bah, le problème, c'est que oui, moi, j'ai les 2 grands, ça va, mais le petit dernier, il a 6 mois, donc c'est un peu plus compliqué de lui faire comprendre ça. C'est compliqué. Comment est-ce que tu du coup accélères ou en tout cas pousse les gens à poster leurs photos? Je pense à Isée qui faisait des opérations, Isée la lingerie qui fait des super opérations et reposte beaucoup de photos user generated. Enfin, oui, c'est quelque chose qu'on fait aussi nous. Si tu regardes l'Instagram, il y a beaucoup de photos effectivement qu'on reprend. Alors des fois de blogueuses, des fois, enfin d'influenceuses, mais des fois c'est même pas des photos Jonac en fait. On va avoir tendance à juste des photos d'inspiration qu'on trouve jolies et tout. On va les repartager sur notre compte. Déjà bon bah ça fait toujours plaisir parce que parfois c'est des filles qui ont pas du tout autant de followers que nous et donc ça fait toujours plaisir de voir que Jonac t'a reposté sur ce genre de choses là. Et en général, on crée toujours, là, pendant le confinement, on avait du Jonac at Home, où les gens pouvaient poster des photos avec des chaussures Jonac à la maison. Et là, justement, sur le sujet, on est en train, donc comme on a un souci de contenu, un peu comme tout le monde, il nous manque des photos, puisqu'on a été obligé d'annuler les shootings du plein été. Vous aviez un shooting en ce moment même en Corse, c'est ça, prévu initialement? Voilà, ouais. On avait le shooting plein été qui était prévu, qu'on a annulé. Donc, résultat, on est en train de voir pour en fait faire envoyer des photos à des influenceuses, des chaussures, pardon, à des influenceuses pour qu'elles nous produisent les photos elles-mêmes. Est-ce que tu as vu ce truc qui est passé? Alors, faudrait que je le retrouve. Comment je peux le retrouver? Impossible. Zara? Ouais. Voilà. Si, c'est ça. Zara, Exactement. C'est la même chose en fait. On avait pensé à la même chose, donc voilà. Alors, tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'a fait Zara? Oui, en fait, ils ont opté pour des filles. Alors je crois, je sais plus qui c'était exactement, mais assez connues quand même. Ils leur ont fait envoyer des pièces pour qu'elles puissent shooter en fait. Avec du Zara sur elles, et en fait c'est des photos qui vont être prises sur le site et dans la campagne directement du PE20. Et les résultats sont franchement super. Alors moi j'ai vu l'article sur Elle il y a quelques jours, le 13, il y a 3 jours, 4 jours. C'est ça, Zara invite des mannequins à shooter sa nouvelle collection depuis chez elle. Le résultat est génial, effectivement. Ouais, franchement ça. Sur elle, c'est hyper intéressant. Et donc vous inspirez de ça. Voilà, à vrai dire, on s'était pas inspiré de ça parce qu'on l'avait prévu un petit peu en même temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient un peu l'idée en tête, parce que on est tous dans la même situation, on est tous un petit peu en manque de contenu, mais ça nous oblige à aller chercher aussi de nouvelles idées, et ce qui est pas plus mal, parce que même au niveau des réseaux sociaux, là en période de confinement, on propose des choses différentes, des choses que en général on est très tu présentes ta marque, tu présentes les produits, mais tu vas pas plus loin. Et en ce moment, on utilise vraiment Instagram comme un média. Je sais pas, moi, on fait des cours de yoga, des cours de cuisine, des cours de do it yourself pour apprendre à faire telle ou telle chose. On va faire aussi même des entretiens et des interviews avec des entrepreneurs dans d'autres métiers. Donc en fait, on va vraiment essayer de réfléchir un petit peu plus loin.
pour proposer aux gens des choses qui les détendent en fait, tout simplement, et pour continuer à garder ce lien, même si les magasins sont fermés en fait. Ok, super. Est-ce que vous faites de l'achat? Vous boostez, vous sponsorisez des publications? En Et ce est-ce moment, que tu as une... non. Ouais, Avec le confinement, non, pas du tout. d'accord. Non, Mais non, pour et le sur le reste de coup, l'année, tu as une idée du budget que vous mettez sur les plateformes Facebook? oui. Alors là, par exemple, sur une année comme celle-là, alors Facebook uniquement, je pourrais pas te dire, mais pour une marque comme la nôtre, sur 2020, par exemple, en budget com global web, donc AdWords, Facebook, Insta, et on va être sur à peu près 500 000 euros. D'accord, sur l'achat média ou la création de contenu également? Non, enfin, la création de contenu, elle est faite chez nous, donc je la compte pas dans ce D'accord, budget. entendu. Ok. Là, ouais. Et en termes d'activation, est-ce que tu vois une différence entre Facebook et Insta? Vous faites des choses sur Facebook aussi ou juste Instagram? On fait des choses sur Facebook et ça fonctionne aussi bien, hein. Ça fonctionne. D'accord. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur Insta parce que voilà, les résultats sont les meilleurs, mais Facebook, ça fonctionne bien aussi. On a commencé aussi à faire du Pinterest, mais alors pour le coup, Pinterest, c'est vraiment les balbutiements. Aujourd'hui, les chiffres ne sont clairement pas bons commercialement parlant, si les gens se posaient la question. Donc, c'est de l'image. C'est un choix. Tu peux décider aussi d'avoir envie de mettre ton budget dessus, mais c'est de l'image, c'est pas du chiffre. Alors qu'Instagram et Facebook, tu peux avoir du retour sur investissement. De l'image et du chiffre. D'ailleurs, vous êtes sur Instagram Shopping. Oui. Et est-ce que tu as un retour Oui. à nous donner? Oui, enfin, en tout cas, ça, c'est pour l'instant, on est bien. C'est des choses qui fonctionnent. C'est toujours enfin, moi, je trouve que les façons de calculer les résultats sont encore un petit peu compliquées parce que au final, c'est pas de l'achat direct. Enfin, Ce sera avec Instagram Checkout quand ça débarquera en France, quoi. Voilà, exactement. Et on fait partie des testeurs. Ah, excellent. Je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à écouter l'épisode avec Julie Pelé d'Instagram. Je sais plus quel est le numéro, mais on en parle justement. C'était début mars, si je dis pas de bêtises. On parle d'Instagram Shopping et Instagram Checkout. Donc vous ferez partie des bêta-testeurs. J'imagine que ça a été mis en stand-by avec le Covid, mais super. Il n'y a pas beaucoup de testeurs en France? Non, je sais plus s'il y en a, je crois, Je crois qu'il y a une dizaine ouais, ou de 10 marques. ou 20, ouais, c'est ça. Ok. Et ça commence quand? Je peux pas vous dire. Alors là, pour le coup, je n'ai pas encore l'info. Et est-ce que ça va être décalé, pas décalé en raison des situations? Je sais pas du tout. Ah, c'est pas On n'a impossible. pas encore cette info. C'est Julie, justement, qui pourra nous la donner. Bon, ben très impatient d'avoir tes retours là-dessus quand on y viendra. Est-ce que vous avez des stratégies email aussi? Oui, comme tout le monde. Pour la fidélité, le réachat, comment est-ce que vous l'utilisez l'email? Donc nous aujourd'hui, alors bon, donc il y a plusieurs sujets. Il y a la partie, toute la partie, on va dire, enfin voilà, email transactionnel entre guillemets, avec les relances paniers, je sais pas moi, les réductions pour les anniversaires, toutes ces choses-là. Et puis après, il y a toute la stratégie CRM classique avec les envois de newsletters sur les différentes bases qu'on fait assez régulièrement, mais alors sans être. Alors nous, on essaye vraiment de trouver le bon équilibre pour pas non plus devenir trop harcelant entre guillemets et voilà, donc on n'est pas sur du Asos ou du H&M avec un mail par jour, on va plus être sur un envoi par semaine, ce qu'on trouve déjà suffisant. Ce qui est déjà une pression voilà, enfin correcte, hein, mais un par voilà, semaine, c'est déjà c'est pour ça. Moi je considère que c'est déjà bien assez suffisant. Après Votre cœur de cible, c'est quelle tranche d'âge? Alors, on a un cœur de cible très large parce qu'au final, on a on va avoir vraiment les 20-30 et les 30-40 qui quasiment la même part dans notre chiffre. Ok, mais des comportements différents, j'imagine. Des comportements différents, effectivement. Mais alors, on est une marque très, très... comme on a beaucoup de références, en fait, ça va faire qu'en fait, on cible vraiment des femmes de 15 à 65 ans. Donc, tu peux avoir l'étudiante, mais moi, voilà, je vais me chausser en Jonac. Ma mère et ma grand-mère se chaussent aussi en Jonac. Donc, forcément, on va vraiment cibler toutes les femmes d'une manière un petit peu
différentes. C'est pour ça que justement, il y a pas mal de choses à faire au niveau du CRM et des produits qu'on met en avant pour telle et telle catégorie de personnes. Après, je pense qu'aussi notre force, c'est d'avoir tout plein de choses, vous voyez, et de pouvoir dire aux gens, bon bah vous venez chez nous, un escarpin noir, on en a 15 sortes, et puis en fait, n'importe qui doit y trouver son bonheur parce que justement, il y a toutes ces sortes. Je te posais la question aussi pour savoir s'il y avait des stats sur le nombre de paires de chaussures qu'achète une femme qui est dans votre cœur de cible ou dans votre cible par an. Oui, alors, je voudrais pas dire de bêtises au niveau des chiffres. Et si du coup, comment est-ce que tu pousses? J'imagine que il doit y avoir la femme Jonac, la fanboy qui n'achète que ça, mais j'imagine qu'un client normal en achète de différentes marques. Comment est-ce que tu le pousses, et différentes sortes d'ailleurs, hein, parce que oui, pas de basket par exemple. Comment est-ce que tu le pousses à revenir acheter chez Jonac? Bon bah ça c'est un peu, enfin c'est toujours les mêmes questions. Hein. C'est comment arriver à fidéliser le client, à le faire revenir dans ton magasin et voilà. C'est un peu le sujet principal de n'importe quel retailer. Voilà. Aujourd'hui, nous on a quand même des clientes fidèles. Donc en général, les gens qui se chaussent chez Jonac, elles vont revenir souvent. Elles vont revenir donc chaque saison, mais aussi plusieurs fois pendant la saison. Si je dis pas de bêtises, je crois que le chiffre c'était à peu près 6 paires par an quand même. Ok. Donc c'est important. On est vraiment sur des chiffres hauts. Après, voilà, en général, tu vas souvent avoir la cliente qui a acheté une paire en début de saison, puis celle qui va acheter en solde, enfin, elle va revenir mais en solde, et même chose sur l'été. Enfin, sur l'autre partie de l'année, quoi. Donc, en général, voilà, ça permet quand même. Après, je pense pas avoir la science infuse pour savoir comment faire revenir tes clientes dans les magasins. Les seuls éléments que je peux donner, en tout cas pour ce qui est de Jonac, c'est clairement donc d'ajouter des nouveautés tout le temps. D'avoir aussi une offre mine de rien limitée parce que si vous voulez le fait, donc ok on réassortit vite et voilà, mais tu peux ne plus retrouver ton produit parce que simplement bon bah on l'a fait, on en a vendu pas mal et puis après il a juste été arrêté, donc si tu l'as pas acheté quand on l'avait, bah c'est tant pis, et puis voilà, donc ça crée aussi un petit peu cette gestion de la rupture un petit peu attirante qui fait oh, bah je l'ai trouvé chez Jonac maintenant, est-ce que je l'achète, j'hésite, oui mais si je l'achète pas maintenant, est-ce que je vais le retrouver après, et donc bah forcément ça va un peu plus pousser à l'achat. Mais voilà, mais je pense que le point le plus important c'est vraiment d'essayer de renouveler l'offre et d'avoir au sein de la saison des nouveautés tout le temps. Là concrètement on n'a rien inventé, hein, c'est ce que c'est ce que font beaucoup d'autres. C'est qu'en fait si vous voulez, avant il y avait vraiment 2 saisons définies, l'été et l'hiver. C'est toujours le cas, mais au sein de chaque saison, maintenant, il y a plein de petites parties de collection qui viennent s'ajouter régulièrement. Et c'est ce qui fait que bon bah t'es peut-être venu chez Jonac en septembre, mais en fait si tu reviens en octobre ou si tu reviens en novembre, tu vas avoir plein de nouveautés. Donc tu rentres dans le magasin. Ok, intéressant, je comprends. Et, dernier point sur la partie marketing et à la rigueur distrib, c'était un peu à cheval, mais est-ce que vous pratiquez le déstockage? Oui, on fait du déstockage. Alors donc nous... Je remercie d'ailleurs, pardon, je t'interromps, mais Édouard Caraco, qui est le fondateur de The Braderie, qui a aussi passé sur le panier, super épisode, et qui a permis cette rencontre. J'ai oublié de le remercier en introduction, mais maintenant c'est fait. Voilà, exactement. Bah oui, c'est grâce à lui. Donc oui, je travaille avec lui. Enfin, j'ai travaillé avec lui pour la première fois la semaine dernière, justement. Donc nous, en fait, chaque saison, donc ce qu'on disait, on a des retours de fin de saison et on voit l'état du résiduel. Voilà, donc qui va nous donner, je sais pas, disons, allez, à peu près 30 000 paires par saison qu'il va falloir écouler. Pour les écouler, donc on a plusieurs canaux. On va avoir d'abord nos 2 magasins de déstockage. Donc là, c'est des magasins en propre, c'est des outlets. Il y en a un à Paris et un à l'île-Saint-Denis. Donc c'est des magasins et simplement, bon bah voilà, on livre la marchandise là-bas et elle est vendue entre moins 30 et 70%. Tout au long de l'année, donc c'est un magasin normal, simplement avec les anciennes saisons. Ça, ce sont les anciennes saisons, c'est pas des produits spécifiques. Non, on fait pas de produits spécifiques. Enfin, pour l'outlet, on fait pas de produits spécifiques. On fait vraiment nos collections et c'est nos collections qui sont mises ensuite en déstockage. Donc ça, c'est le premier canal qui est en fait un canal propre. Hein, c'est vraiment nos magasins à nous. Et ensuite, on va avoir donc toute la partie déstockage web.
Donc, il va y avoir deux choses. Il va y avoir des stockers qui sont en fait, ça peut être du Redoute ou ça peut être du Sarenza ou du Zalando, mais simplement, ils vont t'acheter pour de la promo. Donc, en fait, tu vas pouvoir leur vendre des stocks que eux vont mettre directement en promo. Donc, à la base, c'est pas des sites de déstockage, c'est des sites normaux de vente en ligne, mais simplement, ils vont t'acheter des produits en déstockage. C'est ce qui permet qu'ils fassent de la promo sans que ce soit de la promo sur ta collection en cours. Ça, Donc ils t'achètent des anciennes collections voilà, ils m'achètent pour faire de la promo chez eux. C'est pas du déstockage, voilà. mais c'est de la promo, d'accord. C'est du déstockage, hein, c'est la même chose, quoi. Oui, Mais, ouais. voilà. Donc ça va être la deuxième partie qui est plus petite, on va dire, en termes de volume. Et ensuite, donc la troisième partie, c'est le déstockage classique via les gros sites de vente en ligne, voilà. Donc là, pour le coup, pour les citer, vente privée, showroom privé. Et dernièrement, donc, on a essayé avec The Braderie. Voilà. Donc The Braderie, c'était vraiment la première saison pour nous. On savait pas trop à quoi s'attendre et honnêtement, on a eu de très bons résultats. Donc ça a été une agréable surprise. Okay. Voilà. Donc vente privée, qui est un partenaire aussi avec lequel on travaille depuis longtemps, avec qui on a de très bonnes relations. Enfin, honnêtement, dans le déstockage, il faut reconnaître qu'on a. Et c'est assumé. C'est assumé. Il n'y a pas de raison de s'en cacher. Hein, à un moment donné. Il y a des marques qui n'aiment pas Oui. dire qu'elles déstockent. À un moment donné, moi, je préfère dire que je déstocke sur des sites de vente en ligne que dire que je détruis et que ça va carrément à la poubelle, ou bien faire envoyer, ou bien retrouver mes produits sur les marchés, honnêtement, et ne pas pouvoir contrôler les prix, ou bien voilà les faire envoyer dans des pays, où il n'y a plus aucun contrôle. Donc moi, je trouve que à un moment donné, il vaut mieux contrôler tes réseaux d'écoulement en déstockage que se voiler un petit peu la face et pas vouloir le faire. Donc après, c'est un choix, effectivement. Moi, je trouve qu'il vaut mieux une vente sur vente privée visible 5 jours dans la saison et puis hop, t'as écoulé tes 10 000 paires ou voilà, on n'en parle plus, plutôt que d'être vendu dans des magasins de déstockage toute l'année où les paires dorment, elles restent là longtemps, c'est visible, c'est tout ça. Donc moi, Je comprends. voilà. Mais après, même chose, Okay. hein, c'est des choix. C'est des choix, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a eu dans le développement du e-commerce, donc actuellement tu as dit que c'est 8% du chiffre d'affaires total, l'objectif c'est de faire doubler chaque année, je crois. Et il y a quelques années, c'était 0. Donc, est-ce qu'il y a eu une accélération à un moment et est-ce que tu peux l'attribuer à une action que vous avez menée? Est-ce qu'il y a eu un tipping point, une inflexion forte dans le développement des ventes en ligne? Oui. Oui, et oui, il y en a eu une, effectivement. Donc en fait, auparavant, donc le site avait été créé sous Magento. Il était internalisé intégralement chez nous avec une équipe dédiée. Et il y a 3 ans de ça, on a changé de stratégie. On est passé dans une agence qui s'appelle WShop. On est passé chez eux, donc le site a été développé sous leur plateforme. Et on va pas se mentir, les chiffres ont été propulsés depuis ce jour-là. C'est dingue, mais c'est pas juste le changement de techno. Alors, c'est plein de choses. C'est le changement de techno, parce que on n'a plus les problèmes qu'on pouvait rencontrer avant sous Magento. C'était Magento 1, c'était pas le 2, j'imagine. Oui, non, c'était, okay. Ouais, exactement. Donc clairement, il y a une partie qui est due à ça, mais après il y a. Quel genre de problème aviez-vous sur Magento? Honnêtement, on avait pas mal de bugs. Tout était compliqué et tout était long. Et en fait, quand t'as pas une équipe avec 15 personnes, 3 devs, 2 intégrateurs pour pouvoir faire tous les changements à chaque fois qu'il y en a, et que donc t'es juste une petite équipe, donc les choses s'ajoutent, la to-do s'allonge à chaque fois et les délais sont longs pour faire changer les choses. Il n'y a pas une flexibilité énorme au final parce que tu parles pas à quelqu'un en face de toi qui comprend ton besoin et qui peut donc réfléchir dans ce sens-là pour t'y répondre en fait. C'est à toi de te débrouiller avec les outils en fait. Et puis c'est comme ça, Magento, et aujourd'hui, honnêtement, avec l'agence, ça n'a plus rien à voir. En fait, on est avec une agence qui justement est spécialisée dans les marques de la mode et du retail aussi, qui donc connaît notre stratégie, mais qui connaît aussi tout ce qui se passe sur le marché. Donc très souvent, quand on a des demandes, elles ont déjà été devancées par eux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui leur a demandé de faire ça aussi. Et donc, en fait, c'est déjà disponible au moment où toi, tu en as besoin.
Donc cette agence, c'est Web Population, c'est ça, et l'outil, c'est WShop. Voilà, c'est ça. Ok. Et qui est leur propre outil. C'est une boîte parisienne, hein, je crois, de mémoire. Ouais, c'est peut-être ça. une bêtise, mais ok. Et donc c'est eux qui ont pris la refonte du site sur leur techno. Exactement. En charge, ok. Exactement. Donc, on a une e-store qui est dédiée à Jonac chez eux et qui permet justement, donc si vous voulez, elle a une connaissance parfaite de leur techno et donc elle permet aussi vraiment de travailler, enfin de la façon la plus sereine possible à tous les niveaux. En fait, elle est vraiment entre nous et eux. Mais c'est pas de la délégation, on est d'accord. Non, c'est pas de la délégation à proprement parler. C'est vraiment du partenariat. Okay. Voilà, on travaille main dans la main à tous les niveaux. Donc, comme ça s'est bien passé, on leur a donné les budgets de com côté agence pour qu'ils puissent les gérer aussi. Et ensuite, ils travaillent donc main dans la main avec mon community management et mon marketing pour mettre en place en fait toute la stratégie de marque pour que les chiffres s'en ressentent, que ce soit sur le site et sur le réseau aussi. Voilà. Et après, c'est une agence qui est payée uniquement au pourcentage sur mon chiffre d'affaires du site. Donc forcément, il n'y a pas de base. Il y a un setup pour la création du site, mais après, il n'y a pas de base, non. On n'est qu'au pourcentage. Donc leur intérêt, c'est qu'on vende. Leur intérêt, c'est que vous vendiez, mais c'est pas eux qui décident comment vous vendez. Non, mais les opérations que vous menez, Non. Ok. C'est pas eux qui décident, mais on en discute ensemble. Voilà. Et ce pourcentage, tu peux nous le donner? Non, là pour le coup. D'accord. Ok. C'est intéressant, mais c'est le modèle Shopify en vrai. Qui a un pourcentage du chiffre d'affaires plus un prix par transaction, mais c'est. Oui, c'est en général, oui, que ce soit Shopify ou Salesforce, enfin c'est comme ça qu'on travaille sur ce. Vous êtes passé chez eux il y a combien de temps? Il y a 3 ans, bientôt 3 ans. 2 ans. Et donc tout ce qui est tech va être géré de leur côté? Oui, c'est ce qui fait que Vas-y, pardon. C'est ce qui fait que j'ai plus de problèmes parce que sous Magento, il y avait beaucoup de bugs, des coupures pour X raisons. Là, pour le coup, tout ça, c'est archi transparent. Tu vois plus rien passer. Et c'est eux qui font les choix des outils qu'ils utilisent sur le site pour l'emailing, pour l'automation, pour je sais pas, le CRM? Oui, c'est eux qui font les choix si je passe par eux. Après, je peux leur demander d'implémenter des choses. Donc moi, quand je vois des sociétés qui me plaisent, par exemple, voilà, quand on parlait de Globally sur l'international, donc je vais leur avoir demandé de me l'intégrer. Je sais pas, moi, j'ai besoin de récolte d'avis, je vais leur demander d'intégrer un avis vérifié ou un truc comme ça. En fait, c'est à chaque fois, c'est des discussions. Si je trouve une société intéressante sur quelque chose qu'ils font pas, je vais leur demander de l'implémenter sur le site. Mais c'est pas open bar. Pardon, excuse-moi, c'est une question assez. Moi, je suis une agence, je suis le fondateur de Cosa Vostra. Hein, je sais pas si je te l'avais dit, mais qui est une agence de conseil en strat digital. S'ils sont payés que sur le chiffre d'affaires, tu peux pas leur demander de travailler toute l'année full time sur des développements, l'ajout de modules. Non, mais après sur ce genre de développement, je vais payer en plus moi l'intégration. Okay. Ce sera un additionnel, mais après ça leur permet aussi eux de le proposer à d'autres clients et donc en général tout le monde s'y retrouve. Parce que ça permet d'agrandir l'offre et de proposer des services encore plus dédiés sur des domaines qui n'auraient pas déjà bien ciblés, quoi. Bien ciblé ou abordé. Ok. Et du coup, j'ai parlé de CRM. Je creuse un tout petit peu. Vous avez un CRM pour le web. Est-ce que vous essayez de l'unifier avec les boutiques? Alors, donc oui. Enfin, en fait, aujourd'hui, nous on utilise le CRM de Storland, donc qui est mon système d'info magasin. Et simplement. Storland. Donc Storland, Sealand, oui, voilà. Ouais. Qui a été racheté par Tegid. Voilà, enfin c'est système d'info. En fait, le grand monopole des systèmes d'info. Ouais. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui on utilise, enfin c'est via Storland donc on travaille. En fait, nous ce qu'on a, on a simplement des web services qui nous permettent de renvoyer les bases internet vers Storland et donc on a une centralisation de nos bases sur Storland qui donc prend magasin plus internet et ensuite on travaille via Storland. Donc là pour le coup j'ai pas une organisation incroyable. Voilà, il faudra peut-être la repenser si le besoin se faisait sentir à ce niveau-là, mais aujourd'hui
ça suffisait ça marche comme ça. D'accord. Donc si j'achète une paire de chaussures en ligne, je finis dans Storeland et c'est à travers Storeland que tu vas me travailler. Oui, exactement. Travailler mon. Okay, voilà. Très bien. Super, hyper intéressant. Le temps passe, je réalise, et je voulais te parler de Covid, mais de la période actuelle. Vous êtes hyper affectés. J'imagine que vos boutiques sont toutes fermées. Exactement. On a plus de c'est l'enfer, ça. Et du coup, le web reste ouvert ? Alors, donc en fait, le web a été fermé parce que au début, on estimait qu'on n'était pas capable d'assurer la sécurité des travailleurs, qu'en fait, mine de rien, il n'y avait pas de masque, hein, donc pour nous, toujours la même chose. On est toujours dans l'éthique à ce niveau-là, donc on n'avait pas envie de commencer à lutter pour pouvoir. Les médecins, ils n'ont pas de masque, c'est pas pour pouvoir en donner à des gens qui travaillent dans des entrepôts. Pour pouvoir faire livrer des chaussures qui ne sont pas des produits de première nécessité. Donc nous, on est parti de ce point de vue-là et on a préféré fermer la livraison du site internet. Voilà. Maintenant que les choses commencent à s'arranger, donc là, c'est possible de trouver des masques, c'est possible de respecter toutes les conditions de sécurité. Voilà. Donc si les gens à l'entrepôt veulent venir travailler, ils peuvent. Et dans ce cas-là, on peut livrer. Donc on a décidé de réouvrir cette semaine la livraison. De façon vraiment tranquille, hein, donc voilà. Alors cet épisode ne passera pas tout de suite. Quand on dit cette semaine, on est à peu près mi-avril, hein. Ouais, c'est ça, mi-avril. Oui, voilà. Encore un mois de confinement. D'accord. Et les boutiques, vous avez déjà un planning, vous avez des informations, est-ce que... Alors, des informations, hélas, on n'en a pas plus que moi. Que tout le monde. Donc, pour l'instant, on essaye de se mettre en place en se disant qu'on va potentiellement pouvoir ouvrir donc vers le 11 mai. Ça veut dire plein de choses parce que en termes de magasins, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû fermer du jour au lendemain et on était en période de retour de fin de saison. Donc, ça veut dire qu'en fait, chez nous, les magasins avaient encore de l'hiver. Et donc donc entre mars et mi-mai, la marchandise qu'on va vendre, c'est pas du tout la même. Donc il faut déjà avant même la réouverture qu'on arrive à sortir l'hiver pour pouvoir accueillir l'été, pour qu'en plus quand on réouvre. Quand tu dis sortir pour accueillir, c'est physiquement. Oui, physiquement, oui. D'accord, sortir les stocks, sortir les stocks d'hiver et avoir des stocks d'été dans mon magasin parce que sinon je vais réouvrir, mais je vais réouvrir avec des produits d'hiver, donc personne ne va vouloir des produits d'hiver. Donc en plus, il faut qu'on gère ça assez rapidement avant ou en tout cas au tout début de la réouverture. Donc là vraiment, c'est des problématiques de stock pures qu'il va falloir qu'on gère du mieux qu'on peut. Ça s'annonce pas hyper simple, notamment pour les corners où là pour le coup c'est même pas nos magasins, donc on dépend des directions. Évidemment des directions. Ok. Voilà. Mais en tout cas ça va faire partie des chantiers. Mais après on n'a aucune information sur comment on va réouvrir. Est-ce qu'il va y avoir l'obligation de masque? Est-ce qu'on va devoir faire rentrer les gens par 2 ou par 3 dans les magasins? Et puis bon, après je parle même pas des grands magasins parce que là moi je parle de mes magasins, mais le corner de Haussmann. Si les festivals sont annulés, je vois pas comment on va ouvrir les galeries Lafayette Haussmann. Mais bon, après, je sais pas. C'est le corner dont tu parlais tout à l'heure qui fait 3 millions de CA ? Ouais, c'est ça. C'est votre plus gros corner, j'imagine, et c'est aussi parmi les plus gros points de vente, du coup. Oui, voilà. À part le web, c'est le plus gros point de vente. Ok. Je vous souhaite que ça se termine rapidement en tout cas parce que 400 boutiques à l'arrêt. En plus, c'est du monde qui ne travaille pas, qui est en chômage partiel, j'imagine. Ça doit pas être facile. Non. Lisa, merci beaucoup. C'était passionnant et merci à toi. Et on a abordé tous les thèmes que je voulais aborder. Est-ce que tu as un message à faire passer? Un message à faire passer? Non, pas particulièrement. Recrutement, développement, n'hésite pas en tout cas si tu. Et voilà. Non, pas de message particulier, si ce n'est de rester optimiste. Voilà. Chez soi et optimiste pour l'instant et jusqu'au 11 mai, pardon. Voilà, non pas en septembre, s'il te plaît. Ma langue a fourché, quel enfer. Lisa, merci énormément pour ton temps, c'était passionnant et tu as été très transparente et c'est top. Très chers auditeurs, merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec ces invités et avec vous, évidemment. Et je vous dis à très bientôt.
merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.